Le métier d'ambulancier, Jérôme. De paramédic. De paramédic. On sait tous un peu c'est quoi, on en voit dans des films, mais là, aujourd'hui, on a reçu un paramédic. Oui, Félix Cloutier, qui est venu nous parler de... Ça fait déjà 4 ans qu'il exerce ce métier-là. Donc, on sait un peu l'envers maintenant de ce métier-là. Ses qualités, ses défauts. On peut-tu dire ça de même? Oui, on Oui. a appris beaucoup, c'est très intéressant. Ils sont tout le temps sur le qui-vive pour des fois des appels qui sont moins importants, mais d'autres vraiment où la vie de quelqu'un est en jeu. Vous allez en apprendre beaucoup sur ce métier-là. Absolument. On écoute. Félix Cloutier, paramédic, on peut dire de la province de Québec. On va demeurer large aujourd'hui. Ça fait 3 ans que tu fais ton métier. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Pour vrai, c'est assez cocasse, là. En réalité, je pense un peu comme tout le monde, quand il sort du secondaire, pas tout le monde sait un peu où est-ce qu'ils veulent aller. Je suis un peu dans cette catégorie-là. Fait que je me suis inscrit en tremplin deck, première année de cégep. Puis moi, j'avais un ami quand même assez très proche de moi, que lui, est allé à Antistic, à Montréal. Tout bonnement, il était de retour dans ma région, puis on a décidé d'aller prendre une bière, puis la manière qu'il m'en parlait, c'est un peu comme quand quelqu'un te parle de sa passion, là, avec des étoiles dans les yeux, puis tout ça, sans avoir même pensé à faire ce métier-là avant, je me suis comme un peu... je me suis un peu projeté un peu de la manière qu'il m'en parlait. Donc, ton ami, c'est le coupable, là. Ben, pour vrai, oui, puis... Je suis pas très superstitieux, mais des fois, il y a comme beaucoup d'éléments dans la vie qui me dit que, OK, la vie, quand même, fait bien les choses. Puis un peu, cette rencontre-là, mettons, m'a comme fait dire, OK, si c'était pas ça, je sais même pas si ça aurait été encore, si ça avait été ça que j'aurais fait comme métier. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai admis une demande, en fait, j'ai déposé une demande au Cégep de Tu te l'as Sainte-Foy. vendu comment, le métier de paramédic, ambulancier? Comment tu te l'a Ouais. vendu à la base? Là? Parce qu'on a toute l'idée, c'est quoi un peu, sauf qu'on sait que c'est pas nécessairement ça dans la réalité. Comment tu te l'as vendu? Ben, c'est sûr que là, lui, il parlait de ses cours. Fait que là, il était comme pas encore paramédic, il était à sa première session, première année. Fait que là, il me parlait de comment ses profs lui apportaient certains sujets, les choses qu'il voyait, les médicaments, les protocoles. En ce moment-là, on travaille beaucoup avec des protocoles. Puis, tu sais, c'est ça. Lui, il en parlait avec beaucoup de passion, puis tout ça. Fait que moi, je me suis un peu collé un peu à ça. Je suis comme, OK, wow, c'est normal le fun. Genre, j'aimerais peut-être ça aussi, là. Je me suis posé la question, est-ce que moi, ça m'intéresserait? Fait que finalement, fait que je me suis dit, OK, oui, genre, je l'essaye. Mais à la base, il faut que tu aies des traits de personnalité propres au métier. Tu t'aimes aider dans la vie? Ben, c'est ça, tu sais, je suis quand même, tu sais, mes parents me décriraient comme, depuis mon jeune âge, comme une personne empathique. Je suis une personne assez calme, ce qui peut être quand même un peu, tu sais, contradictoire parce que, tu sais, il y a quand même l'enjeu d'adrénaline, mais d'un autre côté, oui, j'aime l'adrénaline, mais je suis quand même capable d'avoir le sang-froid, là, si on peut dire, là, dans des situations un peu sous pression et tout. Mais ça, toujours en restant calme, présence rassurante aussi, qu'on m'a déjà dit que je peux avoir. Fait que c'est sûr que c'est des attributs qui peuvent m'aider, genre, au quotidien dans ce métier-là que j'avais peut-être pas vu nécessairement avant. T'as fini tes études à quel âge? J'avais 21 ans. Puis là, de quel âge? J'ai 25. 25 ans. Fait que ça Ouais. fait 4 ans quand même que tu travailles là-dedans. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça à quoi tu t'attendais quand tu t'es lancé dans ce métier-là? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on connaît pas. Est-ce que c'est un peu quand même ce que tu pensais? Ou... Oui, plus ou moins. C'est sûr que assez rapidement, là, tu sais, faut quand même, il y a beaucoup d'informations qui rentrent. L'opinion du public versus le terrain, il y a quand même souvent une espèce de fossé qui est comme un peu dur à... Ben, tu sais, c'est sûr qu'il faut t'informer pour le savoir, mais oui, c'est quand même un métier qui un peu répond à mes attentes, là, tu sais, c'est beaucoup... de la relation d'aide, d'aider les gens à être présents où est-ce que ça compte le plus pour eux, faire la différence. Fait que c'est comme ça que j'ai créé mon métier. Puis oui, après ça, il y a l'aspect de sauver des vies, là, si on peut dire. Là. Il y a quand même, il y a des personnes qui sont très mal en point. Où est-ce que notre... Il y a des choses qui s'apprennent bien à l'école, mais ce métier-là, à l'école, c'est plus théorique. C'est sûr que vous faites un peu de pratique, mais là, c'est de le vivre à tous les jours, que tu t'améliores, que tu regardes... le pan, là, t'es la première personne qui va voir justement cette personne-là. Là, t'apprends beaucoup plus. Ouais, c'est sûr que... Ben, c'est ça. Il y a aussi un fossé entre l'école puis le terrain aussi. Tu sais, la job de paramédic, d'ambulancier, c'est un métier d'urgence. Il faut initialement, concrètement, c'est ça notre objectif. C'est d'intervenir, d'être présent où est-ce que, au niveau du temps, la vie d'une personne peut être en danger. C'est sûr que par la suite, sur le terrain, ça représente quand même un faire
un faible pourcentage des raisons qu'on est appelé ces situations-là. T'sais, c'est souvent plus des questions comme je dis, de relations d'aide, d'écouter la personne, puis un peu comprendre un peu ses besoins se situent où par rapport au système de santé. Mais c'est sûr que sur le terrain, à l'école, nous, on voit beaucoup des physiopathos ou des physiopathos. Ouais, c'est quoi ça? C'est des conditions médicales qui vont amener à certaines présentations, mettons, asthmatiques, allergies, des infarctus, des crises de cœur, comme on pourrait dire. Ils t'apprennent à reconnaître, c'est quoi. C'est ça, puis intervenir de manière à vraiment faire la différence, là, tu sais, de pas... parce que c'est vraiment des situations où est-ce que la vie de la personne peut être en danger. Fait que nous, à l'école, c'est concrètement, on est quand même formés à intervenir dans ces situations-là, mais comme je disais, ces situations-là sont pas aussi fréquentes que le monde prépasse. Est-ce que vous êtes suffisamment formés pour faire face à des cas de santé mentale, que ce que vous voyez de plus en plus? Oui, les cas de santé mentale, tu sais, on se cachera pas que même depuis un certain temps, tu sais, tout ce qui est itinérance, santé mentale, c'est quand même en recrudescence, là, on pourrait dire. Tu le vois déjà un peu de temps, 4 ans, tu vois que ça augmente, ces interventions-là? Oui, ouais, c'est sûr que c'est, personnellement, dans ma pratique à moi, j'ai pu en voir, ça fait déjà 4 ans que je fais ça, fait que c'est sûr que j'ai pu en voir peut-être un peu plus, mais c'est sûr que j'ai comme pas une espérance quand même très grand pour évaluer ça. Fait que c'est sûr que si je me fie un peu à ce qu'on dit, effectivement, qu'on est comme plus amené à intervenir, que comme quand tu cherches la cause du problème, peut-être que tu vois qu'il y a une espèce, pas d'abandon, mais au niveau de la santé mentale, c'est plus difficile à ce niveau-là. Tu sais, beaucoup d'anxiété, beaucoup de personnes d'isolement aussi que des personnes peuvent vivre, qui amènent souvent des appels au 911. Les gens vous appellent le 911 parce qu'ils sont isolés? Ou c'est des gens qui remarquent que quelqu'un, justement, est isolé depuis X nombre de temps et qu'ils l'ont pas vu? Comment? C'est sûr que, tu sais, on sent des fois qu'une personne peut appeler pour un problème X, Y, Z, par exemple, une personne qui se sent malade ou a des douleurs, mais c'est des douleurs des fois qui peuvent être chroniques, mais que quand tu regardes un peu son environnement, cette personne-là est peut-être a pas des habitudes de vie qui sont très saines. Okay. Par exemple, le frigidaire peut être vide, le ménage peut pas être fait. Fait que là, en posant les questions, tu vois un peu que cette personne-là a peut-être de l'isolement, a peut-être pas les ressources autour d'elle pour vivre une vie qui est pleine et satisfaisante. Fait que des fois, ça peut un peu exacerber certains symptômes pour certains. Tu sais, j'avais déjà vu qu'un des facteurs qui prédisait le plus l'espérance de vie était quand même le réseau social qu'une personne peut avoir. Là. Fait que des personnes isolées... C'est drôle que tu dises ça. Je suis en pleine confection d'un reportage sur la solitude qui est en forte augmentation aussi dans nos sociétés, là, un peu partout. Donc, toi, tu le constates aussi sur le terrain comme paramédic. Oui. Puis c'est sûr qu'aussi... faut se rendre à l'évidence que notre clientèle qu'on voit la plus souvent sur le terrain, ça va être les personnes âgées aussi, en résidence ou chez elles. Fait que, ça amène aussi d'autres enjeux aussi au niveau de la société, de leurs besoins. En fait, là, eux autres, qui ont besoin de quoi? Plus tu vieillis, tes besoins ils changent. Fait que, puis c'est la vie va vite aussi. Fait que eux autres, comment qu'on intervient auprès d'eux de manière à ce que eux on réponde à leurs besoins. Là. Je te pose la question, après tu iras sur l'isolement, après on parlera du métier de paramédic. Est-ce que tu penses qu'on n'en parle pas assez de la solitude d'ailleurs? Parce que tu l'as dit, ça amène des problèmes chroniques de santé physique et mentale. Là. Ouais, je crois pas qu'on n'en parle pas assez. T'es obligé, tu sais, toi, t'es pas sur un cas parce que c'est pour la santé générale, mais là, on voit que l'isolement a des conséquences sur la santé physique dans votre cours. Est-ce que tu penses que faudrait peut-être traiter plus à la base, éviter ça? Je crois que oui. Tu sais, mettons, dans un monde parfait, je crois que clairement qu'on pourrait gagner à amener plus de gens à
à se côtoyer. Mais les choses étant ce qu'elles sont, la vie va vite. T'sais, le monde travaille 40 heures, 50 heures semaine. C'est des activités-là. Et puis, après ça, on peut finalement se rendre compte qu'on n'a plus beaucoup de temps pour aller voir nos proches, nos parents. Des fois aussi, ça peut être des relations qui peuvent être difficiles aussi, là, avec quand les personnes vivent des enjeux de détérioration de leur état, beaucoup de soins que ces personnes-là, d'attention que ces personnes-là ont besoin, qu'on ne sent peut-être pas nécessairement habilité à leur donner. Fait que, il y a plusieurs angles où est-ce que ce problème-là pourrait être attaqué, là. C'est sûr que je pense que d'un côté, oui, d'offrir à nos proches une attention plus grande pourrait être une des solutions, mais encore là, la vie va tellement vite pour chacune que c'est pas facile pour tout le monde d'offrir ça à leurs proches, là. Dans ta job, ton métier, on pense souvent à l'action directement, que ça va vite, que c'est tout le temps sur l'adrénaline. C'est ce qu'on voit dans les films. On traite quelqu'un, puis après on passe à un autre appel. C'est ça un peu, parce que ça ressemble à quoi? Tu sais, t'as un appel par jour, t'en as 2, t'en as 3, après il va à l'hôpital, puis c'est fait? Ou... ça va dépendre des régions, là. C'est sûr que si on parle de Charlevoix. C'est ça. Mais tu sais, j'ai un peu fait... tu sais, j'ai travaillé un peu à Montréal, fait que j'ai comme un peu connu... c'est ça, il y a quand même une différence au niveau de l'exposition, si on peut dire. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a des appels, comme on peut voir dans les films, un peu sortis un peu de l'imagination de n'importe qui. Des accidents de voiture, des accidents, tu sais, quand même avec des images un peu horrifiantes, là. Mais c'est ça, comme je disais, c'est quand même une fraction de ce qu'on voit. C'est quoi en pourcentage selon toi? 5%? Moi, j'aurais envie de dire que les appels qui ont vraiment un haut risque de détérioration de l'état de santé du patient représentent à peu près un appel sur 10. Okay. Chaque paramédic va avoir une exposition qui va être différente aussi. Je vais pas trop m'avancer par rapport à ces chiffres-là. Il faudrait faire des statistiques. Ça, dans ton ambulance avec ton partner, c'est comme ça que ça se passe. Vous recevez l'appel du dispatch qui vous dit là, vous avez une priorité, je sais pas comment ça marche, là, mais il faut aller là-bas, il y a un risque de détérioration. Je suppose que c'est ces cas-là quand même qui peut-être te motivent le plus parce que c'est là que tu as l'importance la plus grande? Ou je crois que ça serait pas faux de dire qu'on a un peu tout signé pour ça, là, un peu tout le monde qui font ce métier-là. À l'école, c'est ces cas-là qu'on a vus, c'est ces cas-là que les décisions que tu vas prendre vont avoir un impact quand même significatif. Et oui, c'est sûr que ces appels-là, c'est là qu'on va rechercher cette drive d'adrénaline-là. Fait que c'est un peu... ça se passe comment une fois que tu arrives? Parce que je sais ça dépend par région. Les premiers répondants, des fois c'est pompiers, des fois non. Comment ça se passe? Tu arrives sur la scène, il faut que tu analyses, il y a une relation avec les policiers, les pompiers, ça se passe comment? Mettons, on prend comme exemple un accident de voiture. C'est sûr que quand il va y avoir un accident, un témoin ou la victime va faire un appel au 911. À ce moment-là, selon la manière que ça a été décrit, là, il va y avoir plusieurs équipes qui vont être dispatchées, dont nous, les paramédics, mais c'est sûr que accident de la route, ça va impliquer les pompiers, les policiers, les paramédics, souvent le ministère du Transport aussi par la circulation. Mais à ce moment-là, c'est un peu premier arrivé, là, nous, dans une région, dans la région, on est quand même capable de couvrir le territoire en dedans d'un délai raisonnable, mais dans certaines régions, ça peut aller à plus longtemps avec l'ambulance, soit arrive sur les lieux. Même si c'est un accident peut-être pas mortel, là, mais quand même assez grave, il y a un délai de plusieurs minutes. En ville, ça risque d'être plus court. Parce qu'il va y avoir des ambulances plus proches. C'est un peu ça qu'on veut aussi, avoir une couverture d'un territoire en offrant des ambulances stationnées à des endroits stratégiques. Mais c'est ça. Fait que là, quand cet appel-là pourrait arriver, peut-être que l'ambulance va être à 2 minutes, peut-être va être à 10 minutes. Fait qu'à ce moment-là, aussi une caserne de pompiers peut être plus proche aussi que nous. Mettons, dans des situations comme, mettons, à Montréal, les pompiers sont premiers répondants. Fait que oui, ça peut arriver plus souvent qu'autrement qui arrive en premier sur les lieux.
Mais c'est ça. Vous arrivez sur place, vous avez la base de l'information. Il n'y a personne qui est là encore. Fait qu'ils ont reçu un appel d'un témoin qui connaît à peu près ce qui se passe. Fait que vous autres, votre job est énorme là, de reconnaissance. Ouais. C'est ça, c'est quand même assez particulier parce que toute la récolte d'informations se fait par téléphone. Tu nous vois, les répartiteurs au CCS, ben, eux autres ne voient pas. De CCS. C'est Centre Santé. Ceux qui reçoivent les appels. Ouais. On va y aller comme ça. Ouais, la santé. Ouais. Il y a comme différentes. Il y a différents postes. Les policiers ont leur propre centre. La musique aussi, en tout cas. Je vais pas trop m'avancer là-dedans. Mais c'est à la même place, non? C'est bon à savoir. C'est pas tout à la même place. C'est une autre entité aussi là, qui gère cette. C'est pas les compagnies ambulancières ou quoi que ce soit qui gèrent les appels 911. C'est vraiment une autre entité par rapport à un territoire. Mais ça fait que là, eux autres, à la répartition, ils reçoivent possiblement une personne en détresse qui vient de vivre un accident, qui décrit brièvement selon les questions qui vont être posées, ce qui s'est passé, les blessures qu'elle peut avoir. Fait que nous, on a ça de retranscrit par écrit. Fait que tu sais, il y a comme c'est un peu le téléphone arabe là, qui commence à ce moment-là. Fait que tu sais, autant que d'un côté, on peut arriver que de la manière que ça a été décrit, c'est plus gros que ce que c'est, ou inversement aussi, ou ça peut être aussi très fiable. Le travail est quand même bien fait là, au niveau de la répartition pour essayer de donner l'information pertinente pour qu'on arrive puis qu'on se prépare un peu, mais une fois arrivé, un peu tout est à refaire dans un certain sens parce que là, tu te fais ton opinion sur ce que c'est réellement, pas ce que tu penses que c'est. Fait que là, à ce moment-là, c'est de vraiment voir est-ce que les informations qu'on a eues sont valides. Fait que c'est pour ça que là, on fait un peu tout au début. On prend en charge le patient. Fait qu'à ce moment-là, c'est notre responsabilité. Fait qu'on commence au début, on évalue le nombre de patients, surtout, des fois, qui peut arriver dans des accidents. Là, des personnes peuvent être éjectées d'un habitacle, qui peuvent se retrouver dans un fossé qu'on doit retrouver. C'est des accidents plus de la route? Non, moi, ça m'est jamais arrivé nécessairement de vivre des personnes qui ont été éjectées, mais c'est quand même quelque chose qui peut arriver, là, qu'on a vu dans le passé beaucoup, là, avec le port de ceinture qui n'était pas nécessairement obligatoire. Là, le monde sont assez conscientisés par rapport à ça, mais un impact à haute vélocité peut amener quand même beaucoup de traumatisme, puis genre... La technologie aussi a évolué avec les voitures, on s'entend. Il y a beaucoup d'accidents, mais c'est rarement mortel, je pense, ou du moins, c'est plus des blessures. Ben tu sais, dans ma pratique à moi, j'aurais envie d'être d'accord avec ce que tu dis. Là. C'est sûr que moi, ce que j'ai vu sur le terrain, ça ressemble beaucoup à ça. Les voitures sont de plus en plus mieux faites. Conçues, sont de mieux en mieux conçues. Des accidents mortels. On l'a vu récemment quand même en moto. Là. Il y en a une couple dans les derniers. C'est sûr que là, c'était moins bien protégé, mais tu sais, c'est pas nécessairement que c'est mortel. Puis c'est ça, tu sais, comment ça se passe, on l'entend quand même souvent. Le décès a été constaté sur place. Ça, qui s'occupe de ça? Comment ça se passe? Il n'y a pas de médecin, Les étapes, peut-être, nous expliquer. Ben, si j'essaie de garder ça assez comment dire? Neutre, sans... Ben, pas nécessairement neutre, mais de vulgariser ça quand même. Qu'on comprenne. C'est ça, que vous compreniez, parce qu'il y a différents... On peut vraiment complexifier la chose, mais... c'est clair que dans un accident de voiture, ce qui va générer un arrêt cardio-respiratoire, ça va être des traumas internes qui nécessitent une salle d'opération rapidement. Fait que, mettons, pour nous qui arrivons sur les lieux, une personne qui est en ACR, on va tenter certaines pratiques, certaines manœuvres qu'on a apprises, mais des études ont prouvé que au-delà de ce niveau-là, il n'y a plus rien à faire pour cette personne-là. Il y a certaines circonstances aussi qui peuvent amener à ne pas faire de manœuvre non plus, tout simplement parce qu'on sait que pour des personnes, des études ont démontré que des personnes ayant ces traumatismes-là, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, si on peut dire. Là. Fait que, oui, ça peut arriver que le constat soit constaté, le décès soit constaté sur les lieux. Ça doit être assez visible, là. Oui, des fois c'est visible, des fois on va essayer malgré tout de renverser cette condition-là, retrouver un pouls ou quoi que ce soit, mais souvent dans les cas traumatiques, c'est... Quand moi j'étais à l'école, il y avait comme une statistique qui disait environ que 10% des ACR
sont réanimés. Ça, c'est toutes les personnes qu'on se présente qui n'ont plus de pouls, on doit masser. Ils sont en arrêt respiratoire, c'est ça. Qui doivent en fait, là, c'est comme on considère que cliniquement, ils sont décédés, mais après ça, on peut quand même intervenir pour essayer de renverser cet état-là. Parce qu'il y a une chance quand même qu'ils reviennent. Fait que là, ça vaut la peine. C'est ça. Fait qu'il y a comme 10% de ces personnes-là qu'on ramène, si on veut, qui sont réanimées. Ça va être directement lié à la vitesse que les manœuvres sont entamées. Ils disent qu'environ à chaque minute qu'une personne en ACR n'a pas de manœuvre perd 10% de chance de survie. Fait que, on imagine, mettons... c'est bon, 10 minutes, puis... C'est ça, 10 minutes, puis on peut dire que c'est pratiquement zéro. Vous arriviez sur place. C'est ça, c'est l'importance que tu disais d'être bien placé dans les points stratégiques. Oui, c'est aussi l'importance aussi d'avoir une population qui est quand même conscient un peu de ça, tu sais, dans un sens où est-ce que t'es au centre d'achat, une personne s'effondre devant toi, tu témoignes une chute, juste de reconnaître les signes d'ACR puis de savoir quoi faire peut avoir une incidence significative sur la survie du patient. Parce que une fois que les manœuvres sont entamées, ben on peut quand même espérer que quand les ambulanciers vont arriver, on peut quand même espérer que cette personne-là puisse retrouver un pouls. Mais si une personne-là ne reçoit pas de manœuvre pendant les 7-8 minutes que ça nous prend à se déplacer, à ce moment-là, nous, on peut pas garantir. En fait, il y aura jamais de garantie, mais on peut quand même supposer que cette personne-là a peu de chances de survivre. Et on le voit aussi dans la région de Charlevoix, il y a beaucoup de défibrillateurs aussi qui ont été installés, notamment par la CETAC un peu partout dans les points stratégiques. C'est pour que s'il y a quelque chose, les gens peuvent les utiliser. Puis... Comment tu vis avec ça? Je veux savoir, il y a plein de corps de métier là, que tu t'en vas à job, tu peux prendre ça plus mollo, hein, les syndicats seront là pour ça quand même. Mais tu peux, blague à part, tu peux prendre ça plus mollo, mais ambulancier, tu peux pas dire une journée ça me tente moins ou tu sais, tu côtoies la mort dans certaines situations. Je sais pas à quel point ça t'est arrivé ou non, mais tu vis ça comment? Parce qu'elle veut pas, tu dis que tu fais ça parce que tu veux redonner, mais il y a des personnes pour qui malheureusement il n'y a plus rien à faire. Là. Comment? Tu sais, c'est de donner le mieux que tu peux. C'est de faire le plus que tu sais, d'amener tes connaissances pour aider les gens le plus que tu peux. T'es-tu capable de te détacher? Faut-tu que tu te détaches quand tu vas voir un patient ou faut que tu... parce que si le patient est décédé, c'est comment toi tu viens avec ça, tu te vois uniquement comme un patient parce que t'as pas le choix, parce que sinon c'est toi qui subis. La meilleure façon que je pourrais décrire, c'est de compartimenter. Parce que dans un sens, je trouve pas que c'est nécessairement la bonne chose de pas nécessairement avoir d'émotion face à cette situation-là. Puis d'avoir un cœur de pierre, je crois pas que c'est vraiment ça qui va vraiment te faire progresser dans ce métier-là. Parce que tu te mens toi-même, d'une certaine façon, parce que d'avoir pas d'émotion, c'est inhumain. Là. C'est ça, tu sais, je pense aussi que ça va vraiment, tu vas être capable de mieux trouver les mots ou de mieux être présent pour les personnes autour, parce que, tu sais, en réalité, une personne qui est décédée, selon moi, ça va être quasiment pire pour les personnes qui sont autour à ce moment-là. Ces personnes ne ressentent plus rien. Alors là, il n'y a plus rien à faire. Mais pour les personnes qui sont proches de cette personne-là, on doit quand même être présent pour eux, expliquer la situation, une annonce de décès aussi qui doit être faite. Fait que d'être capable de trouver les bons mots, d'être là pour eux. C'est le plus difficile dans votre métier? Puis je m'imagine, ça peut ça. Que tu sois obligé, puis je comprends qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, mais personne ne veut savoir cette nouvelle-là. Là. C'est ça. C'est sûr que pour moi, c'est quand même cette partie-là qui est le moins le fun. Mais c'est ça, de pas essayer de voir au-delà de ce que tu es capable d'apporter pour de pas trouver non plus dans le passé puis dans le regret. De dire j'aurais tellement pu faire ça ou mettons si j'avais eu tel outil ou tel. Ça t'arrive pas ça de dire des pensées? Faut pas. Comment dire, certaines situations aussi étaient un peu vouées à finir de cette manière-là. Puis même si je donne le plus que je suis capable, il faut se rendre à l'évidence que le processus qui était déjà entamé, mettons, une personne qui était déjà très malade, ce processus-là, il est dur à renverser. Ouais. Mais comment ça marche? Est-ce que
je sais pas exactement, t'as-tu le droit techniquement à l'erreur ou du moment où tu fais tout ce que tu peux en ton pouvoir pour sauver la patiente, s'il y a quelque chose que t'aurais pu ou t'aurais dû, y a-tu, Ouais. comment ça se passe, ça, ce côté-là? Un cadre particulier. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on a quand même un cadre qui est assez... Tu sais, je dis erreur, là, pas volontaire, bien évidemment, là, Ouais, mais non, mais... finalement, peut-être que ça aurait pu, on le voit des fois dans les rapports des coronaires, là, mettons. Ouais, c'est sûr que là, il y a toujours... c'est ça, il y a toujours une manière à évaluer puis essayer de voir quelle manière on peut optimiser les choses. Mais on est quand même ça régi par des protocoles puis par des normes qui sont plus ou moins rigides. Tu sais, ça tend à nous laisser un peu plus de jugement. Tu sais, on reconnaît qu'on a des connaissances parce qu'avant, c'était comme... c'était by the book, là. C'était des lignes, s'il y a ça, voici ça, s'il y a ça, tu fais ça. Puis ça laissait pas nécessairement place à vraiment être là pour la personne, puis à comprendre ce qu'elle avait, puis de... Ça, c'est la vieille école. Là, la vieille école, c'est ça. Ouais. Parce que certaines situations ne correspondaient pas nécessairement aux lignes qui avaient été pensées, mais là, c'était dur de déroger de ces lignes-là, fait que t'essayais beaucoup... C'est ça, ça laissait pas beaucoup de place au jugement ou à vraiment répondre aux besoins de la personne à ce moment-là, malgré que tu peux comprendre un peu ce qui peut lui faire du bien, mais tu peux pas nécessairement te déroger de ces lignes-là. Maintenant, on offre un peu plus la possibilité d'offrir aux paramédics d'avoir un jugement par rapport à la situation. On reconnaît qu'on a des connaissances, des compétences qui sont bonnes. Fait que là, à ce moment-là, c'est de répondre de la manière qui est la meilleure. J'ai déjà été sauveteur, puis je veux pas dire que c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose, mais il y a des cas où tu dis, avec les connaissances que tu as du cours de quelques semaines que tu as eu là, donc c'est quoi qu'il y a, tu sais, j'avais peut-être un petit stress de, OK, apporter le bon traitement ou pas, il y a quand même un petit risque. Quand tu débutes le métier, le stress doit être là. Quand stress, t'es tellement confiant dans tes capacités que t'en as plus de stress, puis... Une personne qui se dirait 100% confiante dans ses capacités, j'aurais quand même une certaine réticence face à cette personne-là. C'est un menteur. C'est ça, je pense que même c'est le complexe de Dieu ou quoi que ce soit, tu sais, je pense que même un médecin qui a fait des années d'études peut quand même avoir un doute raisonnable à poser des diagnostics de temps en temps. Fait que, nous autres aussi, même si on pose pas de diagnostic, on a quand même limité par les examens qu'on peut passer. Puis le corps humain, on est tous uniques à notre façon. Puis c'est la même chose au niveau biologique, physiologique. On va pas répondre de la même façon à des traitements. On va pas non plus présenter des mêmes signes et symptômes face à une maladie ou quoi que ce soit. Fait que d'être confiant à 100% à tout le temps, non, effectivement que oui, ça m'arrive d'avoir des doutes, mais à ce moment-là, je fais du meilleur de mes connaissances. Puis c'est ça. C'est un apprentissage aussi, ça, je suppose, constant. Là, il y a des nouvelles normes, t'es obligé de quasiment étudier. C'est sûr chaque semaine, là, non? Mais c'est sûr c'est sûr qu'on a des formations. Des formations, pas les mises à jour automatiques, là, mais des formations. Moi, j'en ai environ eu à chaque année des formations, puis il s'est réglementé là, par le CIUS de passer en formation. Il y a des actualisations de protocoles, puis il y a des nouveaux outils qui arrivent aussi sur le terrain qu'on doit être formé spécifiquement par le CIUS. Fait que oui, on a quand même on a une formation continue qui est quand même assez stricte là, on peut pas passer à côté de tout ça là. Fait que oui, mais l'expérience en joue pour beaucoup là. Puis ouais, on a quand même Moi, la question que j'ai sur le bout des lèvres, on le vit un peu comme journaliste, mais c'est pas du tout comme vous qui est sur la première ligne, mais les images. Comment on fait pour oublier ça? C'est-tu possible? Ben, c'est quand même aussi c'est un métier qui a haut risque de choc post-traumatique. Je crois que ça doit être dans le top 3 ou top 5 quand même des métiers pour qui il y a des personnes qui partent en arrêt parce qu'il y a une intervention qui a été très difficile pour eux. Comment faire? Je crois pas qu'il y a une méthode qui fonctionne pour tout le monde. À soi, là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a quand même des ressources qui sont mises à notre disposition. Par exemple, les parents aidants, la vigile, des trucs. Vous vous sentez bien entouré, là? Oui. Puis, travailleur social, travailleuse sociale aussi. C'est des initiatives souvent
de l'entreprise dans laquelle tu travailles ou ça, d'offrir ces services-là. Mais je dirais qu'en manière générale, certains paramédics que j'ai pu voir autour de moi, oui, ça arrive que des personnes, tu sais, faut juste mettre le genou à terre puis s'admettre que ça va pas aussi bien qu'on croirait. Ouais. C'est pour ça aussi que le taux de rétention est pas si élevé que ça non plus. Il y a beaucoup de paramédics qui quittent. Là. Okay. Il y en a qui quittent par... Beaucoup? C'est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire. Je veux dire, dans les premières années, les gens se rendent compte que c'est pas pour eux ou... mettons, de cause de choc post-traumatique, je pourrais pas dire s'il y en a beaucoup. Oui, ça arrive. Mettons, quelqu'un qui commence la job puis qui se dit finalement c'est pas pour moi, je suppose qu'à l'école, tu as une idée quand même si ça a l'air de quoi, mais il y en a-tu qui se disent non, vraiment, c'est... Il y a un bon roulement. Oui? Il y a un bon roulement dans les niveaux, là. Encore là, je parle de mon entourage puis de ce que moi j'ai vu. Dans mon groupe d'amis, on a peut-être été une vingtaine à graduer la technique, puis à ce jour, je crois qu'on est un peu moins de 10 encore à faire ce métier-là. C'est quoi la raison? Les conditions. Okay. Puis, tu sais, présentement, on est quand même en égo, on est en grève, en fait. Tu sais, c'est quand même des conditions qui sont pas évidentes, là. Malgré que tu peux aimer le métier, faut quand même que tu deals avec des enjeux d'horaire ou des enjeux de... Admettons, explique-nous, là, c'est quoi la réalité de ces conditions-là, parce qu'on pense à salaire, mais bon, je sais même pas c'est quoi votre salaire, là, mais c'est quoi les conditions qui dérangent le plus? OK, mais mettons, des personnes que j'ai pu voir qui ont commencé, qui ont fait peut-être quelques mois, une année ou deux, puis ont décidé de quitter, c'est souvent... en fait, quand tu arrives sur le métier... tu n'as pas un poste garanti. En fait, très peu de compagnies offrent un poste du moment que tu gradues. Fait qu'à ce moment-là, tu tombes à temps partiel. Puis là, ce qui va t'amener à faire des heures, c'est d'être appelé à la dernière minute, à être sur appel, qu'on appelle. Ça, souvent, tu vas peut-être avoir une heure entre le moment qu'on t'appelle puis le moment que tu rentres. Fait que ça l'amène à priver au quotidien de faire certaines activités. D'avoir une stabilité. C'est ça, d'avoir une stabilité d'horaire, c'est ça. Puis tu sais, ça aussi, ça l'amène à travailler de jour, de nuit. Dans une semaine, tu peux te revirer autant de fois que de jours, si on veut. Est-ce parce qu'il y a trop d'ambulanciers que... c'est que le système, la manière que le système est fait, c'est quand même assez particulier. Il donne des heures par région? Oui. C'est ce que tu veux dire, là, que... c'est parce que, tu sais, notre job implique quand même qu'il y ait toujours deux personnes dans une ambulance. Fait que du moment qu'une personne call malade ou que je sais pas, se blesse au travail, cette personne-là doit être automatiquement remplacée pour remplir le contrat qu'on nous a été donné d'avoir un nombre d'ambulances sur le chemin. Fait que là, à ce moment-là, faut que tu aies du backup. Tu sais, t'as comme pas le choix d'avoir du backup. Puis on est quand même en demande. Là. Si tu regardes les autres métiers d'urgence, je sais pas nécessairement pour les policiers, ça doit dépendre encore là d'une région à l'autre. Ils interviennent pas nécessairement dans les mêmes conditions que nous non plus. Nous, c'est quand même souvent dans l'urgence, comme on mentionnait. Puis on n'a pas les délais sont rarement acceptés. Acceptés. Une personne qui appelle au 911 va recevoir le service d'une ambulance. Oui. On a à certains égards, une personne peut attendre, oui, mais les délais on veut que le moins possible qu'il y ait de délai pour cette personne-là avant d'avoir une ambulance. Fait que c'est ça. Fait que là, nous, on est quand même en demande. Là, si regarde, mettons, dans les métiers d'urgence, là, on fait beaucoup d'appels par jour. Fait que ça l'amène à avoir quand même beaucoup d'ambulances sur la route. Oui, il y a des paramédics qui sont dans ces ambulances-là, mais des paramédics, la manière aussi notre convention est faite, ont droit à des congés. Mais ces congés-là, tu peux pas dire... C'est pas, mettons, comme tu travailles dans un bureau, tu prends un congé le vendredi, mais tu vas travailler comme un peu plus fort le lundi pour rattraper le retard que tu as fait. Tu peux pas faire ça sur l'ambulance. Fait que du moment que quelqu'un prend congé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le remplace automatiquement. Fait que c'est comme ça l'empêche... on n'a pas le choix d'avoir du backup. Fait que le backup, c'est les nouveaux.
C'est les nouveaux, c'est la liste de rappels. Fait on exige de toi, quand tu rentres, de répondre au téléphone puis de rentrer. C'est disponible, même si t'es pas payé. Donc, il faut que tu manges ton pain noir quelques années. Ça peut prendre combien de temps? Ça, encore là, ça dépend de région. Des fois, on va parler de 5 ans avant d'avoir un poste, 10 ans avant d'avoir de poste de nuit. Toi, t'es allé dans ta région parce que t'avais pas de poste à Montréal ou non? T'avais un poste à Montréal puis t'as juste décidé de... Moi, c'est plus compliqué un peu ma situation. C'est pas atypique. C'est pas en lien avec ça, ok. Non, c'est pas en lien avec ça. Puis souvent, les changements d'horaire, par exemple, dans ma région, c'était en faction, ça a tourné à l'heure. En faction, c'est 17-14. Les paramédics sont 7 jours sur appel de garde, puis 7 jours sont en congé. Là, il y a une conversion de ce modèle-là au modèle à l'heure, ce qui a comme généré des nouveaux postes. Ces nouveaux postes-là ont amené un besoin de plus de paramédics. Fait que là, moi, au moment où est-ce que je suis arrivé, j'ai été quand même chanceux. J'ai pas nécessairement manqué d'heures. J'ai pas eu à vivre ces conditions-là, à être sur appel. Mais c'est quand même c'est quand même commun. C'est quand même la norme. Ouais, au Québec, on en voit dans plusieurs régions. Je pense que sur la Rive-Sud, c'est très commun, là, notamment. Là. C'est ça. Fait que de faire sur appel. Fait que souvent, moi, dans mon entourage que j'ai pu voir, c'est que des personnes se trouvaient un autre emploi, sauf que de trouver un emploi qui accepte que on vient de m'appeler, j'ai pas le choix de rentrer, puis on est quand même très exigeant à ce niveau-là. On accepte, les refus sont plus ou moins acceptés. Là. T'as comme le droit à 3 refus, puis après ça serait un motif raisonnable pour avoir des mesures disciplinaires qui sont appliquées ou des trucs comme ça. Là. Puis tout ça s'ajoute avec les conditions, avec également votre métier qui est pas facile, tu l'as énuméré. Donc, ça vient lourd, puis finalement, les gens quittent après un certain bout de temps. Oui, c'est sûr que notre métier, malgré qu'on a quand même des connaissances qui sont... on n'est pas reconnu comme étant des professionnels de la santé, on n'a pas un ordre professionnel, mais on est quand même reconnu pour avoir des connaissances, des compétences en matière de santé, d'éducation aussi au niveau de la population. Puis là, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on est seulement... on a seulement la capacité, on a seulement le choix de travailler dans une ambulance. Du moment que tu as fini ta technique, il n'y a pas d'autres perspectives d'emploi autres dans une ambulance qui te sont offertes. Par exemple, mettons une infirmière qui gradue de l'école va pouvoir travailler dans un CHSLD, travailler dans une urgence, même laissé dans des écoles. Dans des écoles, puis tu sais, d'un milieu à un autre, ça va être des conditions qui peuvent être différentes. Tu sais, tu peux un peu négocier tes conditions, si on veut, d'une place à l'autre. Tu sais, nous, c'est plus ou moins ça. Fait que tu sais, une solution, quand on prend ça en compte, puis on regarde les besoins de la population, que ce soit de briser l'isolement ou, comme on mentionnait tout à l'heure, d'amener des ressources, de mieux comprendre un peu les besoins que ces personnes-là ont besoin. Mais tu sais, nous, on est là sur le terrain. Il y a des projets de paramédecine communautaire qui sont en discussion. On reconnaît que notre métier, c'est un métier d'urgence, mais l'urgence n'est pas au cœur de notre quotidien sur notre travail. Fait que là, à ce moment-là, on peut-tu essayer de regarder, est-ce qu'on peut diversifier l'offre qu'on fait à ce service-là? Comme quoi, mettons, que tu penses, t'aimerais... Ouais, la paramédecine communautaire serait quand même une avenue qui serait intéressante, puis surtout qui est parlée en ce moment. Là, le projet est en forme. Là. Il en discute, il y a comme une certaine forme, il faut juste l'appliquer après ça. C'est quoi, il y aurait des paramédics dans les rues, dans des... À ce que j'ai pu comprendre, ça peut un peu ressembler un peu aux infirmières à domicile ou quelque chose un peu dans ce style-là. On se déplacerait, prendre des signes vitaux, un peu répondre aux besoins de ces personnes-là. Cette personne-là se dit un matin, pas se sentir bien, OK. Avant que ça dégénère, puis que là, tu as besoin d'aller à l'urgence. C'est ça. Tu sais, de comme prévoir... En prévention. Là. C'est ça. Est-ce qu'on est capable d'organiser un rendez-vous avec son médecin de famille? Tu sais, une personne qui est quand même... qui a une certaine limitation cognitive ou quoi que ce soit, qui n'est pas capable de réserver par elle-même, qui n'a pas quelqu'un qui peut prendre des rendez-vous à sa place. Parce qu'on sait aussi qu'on veut laisser les personnes le plus longtemps chez eux. Fait que, est-ce qu'on peut être présent pour ces personnes-là pour répondre à ces besoins-là?
En même temps, ça permettrait aussi de... Tu sais, il y a des personnes aussi, certaines régions, que les paramédics sont surexposés. Ça amène aussi des problèmes aussi, comme on parlait de stress post-traumatique, des situations critiques à haut risque de générer des symptômes de stress post-traumatique. Fait que tu sais, de diversifier un peu l'offre qu'on aurait face à notre champ de pratique, notre champ de connaissances, serait une solution que je verrais quand même. Ce qu'on ferait face aussi au surappel, parce qu'il doit y avoir des gens qui appellent, puis c'est plus ou moins, peut-être important ou... Ouais, mais tu sais, je me dis toujours que ces personnes-là, à ce moment-là, où est-ce qu'ils ont appelé, il y avait un besoin qui n'était pas comblé ou qui cherchait quelque chose de notre part. Là, à ce moment-là, est-ce que c'était justifié ou non? Je dirais que c'est plus la manière que le système est fait. Et si on a des préventionnistes qui se déplacent pour éviter des appels comme ça. C'est ça, parce que tu sais, souvent, c'est qu'on est un peu le seul recours qu'ils ont à leur disposition. Tu sais, ça a quand même évolué aussi dans les dernières années. Tu sais, les formations ont comme un peu plus de droits au niveau des renouvellements de prescription, puis tout ça. Puis les infirmières cliniciennes aussi ont comme la possibilité de faire certaines choses qu'ils ne pouvaient pas avant pour justement un peu dégorger la responsabilité des médecins. Tu sais, la nécessité toujours d'aller voir un médecin ou de toujours se déplacer à l'urgence pour avoir... Tu sais, c'est peut-être ça qu'on pourrait se poser des questions sur est-ce que le système est adapté à la population qui est vieillissante aussi. Là. On sait que dans pas très longtemps, en fait, on le voit en ce moment, là, la population est très vieillissante, on va avoir beaucoup plus de retraités pour le nombre de travailleurs aussi, fait que ça va amener, le gouvernement le prévoit, ça un peu, là, que ça va mettre beaucoup de pression sur le système de santé, qui, on sait, quand même chambranlant par moment, par place aussi. Fait que, tu sais, ça serait de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis nous, en étant des professionnels, pas des professionnels de santé, mais qui ont quand même des connaissances, des techniques, une expérience qui peut servir, de nous utiliser peut-être à meilleur escient. Pourquoi, selon toi, on vous utilise pas à meilleur escient, tu sais? Est-ce que vous êtes reconnu avec votre juste valeur? Vous êtes en pleine négociation, puis en ce moment, depuis juillet, en grève générale illimitée. Prêchez votre paroisse, là, mais tu sais, est-ce que, selon toi, vous pourriez carrément faire plus, puis on vous limite? Ou? Oui. Oui? Selon moi, oui. Parce que c'est sûr que durant la pandémie, on a vraiment beaucoup fait la lumière sur les services de santé. Les anges gardiens. Les anges gardiens qu'on nous appelait, tout ça. Je pense qu'au niveau de la population en général, il y a quand même une belle reconnaissance, une belle... on nous voit comme étant des personnes qui sont importantes, mais quand qu'on se retrouve à négocier après ça une des meilleures conditions qui nous permettrait un peu de ressentir qu'on est reconnu à la valeur qu'on nous dit qu'on devrait se sentir, ben on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement la même vision, tu sais. En ce moment, les négociations sont pas faciles. Justement, tu sais, on demande une augmentation de salaire qui nous est pas accordée encore pour l'instant, voire même qu'on nous prévoirait plus de réduire de salaire. Ça, c'est une question de rangement puis tout ça. Je ne me lancerai pas nécessairement là-dedans. Mais, tu sais, historiquement parlant aussi, ça a quand même un aspect historique. Tu sais, le fait que les compagnies ambulancières soient plus souvent qu'autrement du privé, ça remonte quand même au temps où est-ce que c'était les corbillards, c'est les maisons funéraires qui faisaient le transport des personnes blessées à l'hôpital. Okay. Après ça... Fait que c'est lié à un système du passé. Là, ouais, c'est ça. Puis... Penses-tu que ça serait mieux que ça soit étatisé, que ça soit rendu public, ça? Ou, ouais, mais il y a seulement Montréal qui le sont. À ce jour, Urgence Santé. Tu as vécu les deux, là? Ouais, j'ai vécu les deux. C'est sûr que j'ai pas vécu la machine comme interne, administrative, tout ça. Tu sais, moi, j'y allais plus en manière... Sur le terrain, y avait-il une différence? Non, sur le terrain, c'est pas nécessairement très différent, mais c'est surtout au niveau des conditions, là. Tu sais, l'ancienneté est quand même un aspect quand même fondamental dans notre travail. Fait que
d'étatiser ça, de mettre un peu toutes la même paramédic dans la même liste, si on veut, d'ancienneté, ben là, il y a certaines personnes que ça défavoriserait, mais de l'autre côté, ça pourrait peut-être amener une certaine uniformité au niveau des conditions, au niveau des projets, parce que, par exemple, tu serais plus avantagé de te fouler la cheville sur la rive sud que sur la rive nord, du simple fait que sur la rive sud, ils donnent des médicaments pour la douleur, le fentanyl, qui est un projet pilote depuis je ne sais pas combien d'années. Lié au public, là. Hein? Lié au public? Ouais. OK. Ouais. C'est un projet pilote qui a été pris par la capitale de Chaudière-Appalaches. Fait que là, à ce moment-là, les paramédics peuvent se retrouver à donner du fentanyl chez des personnes qui éprouvent des douleurs. Mais ailleurs, une personne qui a une fracture, qui a des douleurs assez aiguës, n'aura pas de médicaments pour nécessairement pallier à sa douleur-là, pour la rendre plus confortable. Les traitements vont pas être les mêmes selon l'endroit où tu ouais, vis. Ça, c'est comme une des plus grosses, là. Ouais. Une des plus gros... genre, la plus grosse différence, c'est... Je pense que c'est peut-être une des seules plus grosses. Après ça, je dirais que le public ne verrait pas la différence sur la différence d'une région à l'autre. Mais ça, c'est quand même fondamental dans la manière que c'est géré, de comme, OK, ce qu'on veut, c'est offrir le meilleur service à la population, mais tu vois qu'il y a certains projets, comme ce projet-là, qui bénéficieraient beaucoup le public, n'est même pas accessible à tout le public. Possiblement à cause de la lourdeur administrative, la chose, là, de la bureaucratie, puis tout ça, mais en tout cas. Il y a une frustration aussi qui s'accumule chez certains paramédics qui disent, bon, le système ne change pas, on n'a pas la reconnaissance du gouvernement du Québec, ben on va faire d'autres choses, d'autres métiers, on va regarder nos options à long terme. Ouais. Si tu dois l'entendre souvent. Là. Ben oui, mais tu sais, écoute, le taux de roulement est énorme, là, comme je disais tantôt, là, puis tu sais, là, on parlait plus des nouveaux paramédics, mais des anciens paramédics aussi, là, qui se réorientent en cours de carrière pour justement essayer d'aller chercher des meilleures conditions, parce qu'il y a aussi la fin de semaine sur 2 que souvent on exige des paramédics dans plusieurs compagnies, mais là ça amène à, mettons, une vie de famille, ça rend ça un peu plus difficile aussi. Au niveau de la reconnaissance salariale aussi, plus difficile. Est-ce que, mettons, on pourrait essayer d'aller voir ailleurs pour s'actualiser aussi? Là? Nous autres, on a parti Gadu. En tout cas, je parle pour moi, Jérôme, parce que j'avais confiance en Jérôme quand même. Vous autres aussi, vous avez un partner. Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il y a plusieurs jobs où tu peux juste compter sur toi-même, mais là, c'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences. Peut-être comment ça se passe, cette situation-là, avec ton partner? Ouais. Faut que tu le gères, faut pas que tu le gères, faut que les deux vous soyez en symbiose. C'est ça. Ben, c'est sûr, c'est plus tu travailles longtemps avec le même partner, le plus facile ça va devenir. De manière générale, il faut comprendre que les deux personnes qui sont dans une ambulance ont la même formation. Il n'y a pas un conducteur puis un préposé au patient, si on veut. C'est la même formation pour les deux personnes qui se retrouvent dans une ambulance. Là, on alterne d'un appel à l'autre, mais oui, il y a un aspect de confiance, mais aussi un aspect de... les personnes qui font ce métier-là ont les compétences pour les faire aussi, puis c'est un travail d'équipe aussi, là. Il y a la personne qui va être au patient, parce qu'on va essayer de garder une certaine ligne facile à suivre pour le patient. Il n'y a pas nécessairement deux personnes qui vont poser les questions au patient en même temps. Puis une personne qui va être plus en retrait, mais qui va quand même superviser l'intervention, qui va être sûr qu'il n'y a pas d'angles morts qui sont manqués. Mais c'est ça. Tu fais 100% confiance. Il n'y a pas une envie peut-être de regarder un peu ce qu'il fait, ou à base, tu sais avec qui tu travailles, puis... Ben, tu sais, c'est suggéré, tu sais, parce que l'erreur est humaine, puis de faire confiance à 100%, mais c'est pas nécessairement bénéfique pour le patient, parce que, tu sais, tu veux quand même t'assurer que les personnes reçoivent les soins qu'elles ont besoin, puis des fois, dans un peu, comment dire... Quand tu es trop proche de la situation, tu n'as pas une espèce de vue panoramique que justement ton partner va avoir en étant un peu plus en retrait, en essayant d'organiser l'évacuation, puis en regardant la liste des médicaments, en cherchant les cartes, en parlant aux proches. Mettons, ton partner est quand même présent avec toi, est quand même un outil que tu peux utiliser durant l'intervention. J'aime croire que tu n'es jamais tout seul à prendre les décisions. Oui, tu dois avoir un certain leadership face aux décisions que tu vas prendre
face à ton patient durant l'intervention, mais tu n'es jamais tout seul, tu peux toujours te référer à ton partenaire qui est là pour t'aider là, au final. Tu dois tisser des liens quand même importants avec certains de tes collègues, là, d'être au quotidien. Des fois, vous passez des heures ensemble à discuter là, de X, Y, Z. Dans la boîte jaune, Ouais. directement. Il y a proximité. Là, c'est ça, la plupart du temps, c'est avec les personnes que tu vas voir le plus souvent. Là, plus que ta copine ou à travailler des 12 heures par jour, puis à travailler une journée sur 2. Fait que oui, effectivement, ça. C'est ça. Souvent, c'est le fun aussi, c'est une job que j'aime parce que c'est des personnes qui sont très. Souvent, coping mécanisme, genre d'entraide. Tu sais, des situations qui sont justement stressantes ou qui sont justement traumatiques à un certain point, qu'on vit des situations, mais tu sais, on sait que l'humour peut être une manière de désamorcer certaines choses. Fait que tu sais, souvent, c'est ça. Souvent, c'est des belles relations qu'on a avec des partenaires parce que c'est justement, on est conscient que c'est pas toujours facile, mais on essaie de prendre ça avec un grand légèreté, de parler un peu de tout, n'importe quoi, de s'ouvrir aussi là, à notre partner. Souvent, c'est des personnes qui vont être empathiques envers les patients, mais qui peuvent être empathiques envers leur partner. Fait que la part du monde, c'est du bon monde. Fait que c'est le fun de travailler avec eux. Les corps de métier d'urgence, peut-être, ont chacun des stéréotypes un peu. Ambulancier, paramédic, j'en pense pas. Y a-t-il quelque chose que vous faites qu'on sait pas, que vous aimez le matin? Je pense que tout métier a uniforme un peu ce stéréotype-là. Il y a une certaine fierté qui vient avec le fait de porter un uniforme, puis ça peut causer un peu des fois des petites guerres d'ego. Mais oui? Entre le métier ou... non, mais je crois qu'on est fiers de porter un uniforme, puis souvent, sans rentrer encore là trop dans les détails, mais souvent on va se faire décrire comme étant des taxis face à certains professionnels de la santé, du fait que justement avant, on faisait seulement le transport des patients à l'hôpital. Il n'y avait pas nécessairement de soins qui étaient faits. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau du métier. On est vraiment à chercher des connaissances, des compétences médicales qui sont vraiment plus grandes que des simples chauffeurs de taxi. Mais de se faire recevoir en disant votre taxi est arrivé, puis tout ça, il y en a pour qui que ça passe moins vite que d'autres. Il y a aussi, des petits détails. Moi, ça me fait un peu moins quelque chose que peut-être certaines personnes, mais là, on va plus parler du métier de paramédic que d'ambulancier, justement en faisant référence au progrès que le métier a fait au niveau des connaissances et des compétences, parce qu'ambulancier faisait plus référence au conducteur de l'ambulance. On met en avant l'ambulance et non ça. Mais paramédic, c'est la fonction. Je l'ai pas insulté personne. C'est ça, mais comme... Personnellement, j'ai déjà écrit ambulancier, puis on me l'a reproché. On me l'a reproché. Maintenant, vous allez savoir un peu pourquoi ça peut peut-être un peu jouer sur mais même les chauffeurs de taxi font un travail essentiel. Là. Je veux pas... Non, effectivement. Puis je pense que, c'est même les verts, là. C'est quand même. C'est juste une question d'être, mettons, politically correct. C'est pour ça qu'à un certain point, je suis capable d'avoir un certain laisser-aller, me faire présenter dans ma famille, puis en disant que je suis ambulancier, genre, je vais pas monter dans les rideaux, puis dire, ouais, non, c'est paramédic, puis mettre mon poing sur la table. Mais c'est ça. Si j'ai la chance d'expliquer c'est quoi la différence, ben, je vais l'expliquer, puis ça serait comme ça que j'expliquerais. Là, pendant cette grève générale limitée depuis juillet, il y a certaines fonctions que vous ne faites plus. Je pense que c'est la paperasse, mais également, vous n'allez plus porter les patients directement à la salle d'urgence. Ouais. Ça change quelque chose? Est-ce que, il y a... C'est sûr qu'il faut comprendre que les moyens de pression sont quand même... la population doit savoir que ça va en aucun cas impacter les services qu'ils vont avoir. Ils vont toujours avoir l'accès à une ambulance puis à un transport aussi. Puis là où est-ce qu'on en est, c'est que les moyens de pression, on est limité sur ce qu'on peut faire. Fait que oui, ça en fait partie d'un des moyens de pression. Arriver à l'urgence, passer le triage, mais pour un peu déranger les autres métiers, les autres milieux. On n'ira pas porter les patients à leur chambre ou à leur civière. Fait qu'à ce moment-là, ça va être un personnel de l'hôpital, infirmière préposée ou quoi que ce soit, qui va se déplacer avec une civière pour l'amener après ça. Il y a d'autres choses aussi, comme, mettons, lors de
de transfert interhospitalier avec une escorte infirmière ou médecin. Avant, on les rapportait dans la région. Maintenant, on les laisse au CH. Fait qu'à ce moment-là, eux autres doivent payer un taxi. Fait que ça rajoute des coûts au système. Fait que, ça dérange. On veut déranger. C'est ça. Ça doit déranger du personnel hospitalier, vous connaissez malheureusement. C'est irritant, c'est un peu plate parce que de la manière que moi je le vois, c'est que c'est pas nécessairement eux qui ont des décisions, le pouvoir décisionnel, mais en même temps, on est tellement limité sur ce qu'on peut faire, on veut juste être vu, être entendu. Ouais. Mais c'est des trucs comme ça, sinon... c'est sûr qu'en région, c'est plus difficile parce que vous connaissez ce personnel-là que vous voyez souvent, fréquemment. Oui, exact. Mais souvent, c'est quand même une belle compréhension là, que par contre, ils comprennent quand même notre situation, puis il n'y a pas eu d'énormes frictions à ce que moi j'ai pu être témoin par rapport à ça, mais ouais, c'est quand même... On va-tu avec qu'est-ce que t'aimes le mieux, qu'est-ce que t'aimes le moins, très peu nuancé pour conclure ce podcast-là. On va avec qu'est-ce que t'aimes le moins, généralement, de ton emploi. Parce que t'en parles, t'as l'air passionné, mais y a quelque chose qui te titille? Je dirais le manque d'avancement. Puis là, c'est sûr qu'on me dit pas trop de nuances, mais... il en faut pas. Il en faut pas. Mais il y en a une qui pourrait être très intéressante, mais en ce moment, c'est quand même bloqué, c'est les soins avancés. Tu sais, il y a plusieurs cohortes qui sont sorties dans les dernières années. Depuis 2022, je crois qu'il y en a plus qui sortent des paramédics en soins avancés. Rapidement, c'est une majeure que certains vont aller faire à l'université, qui vont leur permettre de donner plus de soins, plus de médicaments. Présentement, il y en a dans certaines régions. Il peut y en avoir au Saguenay, il peut y en avoir à Montréal, il peut y en avoir aussi dans l'Estrie. Il y a certaines compagnies qui en ont en Estrie. Mais juste pour donner une idée de grandeur, nous, en ce moment, on donne de 7 à 8 médicaments, là, dépendant des régions, puis les autres peuvent en donner pratiquement 30. Une trentaine différents. Au nom. Fait que, tu sais, c'est un avancement qui peut être intéressant, mais présentement, on n'a pas cette opportunité-là de le faire parce que ça a été bloqué, essentiellement. Il n'y a plus de cohorte qui rentre, puis il n'y a plus de cohorte qui gradue de ce programme-là. Si c'était seulement à Montréal, à l'UQAM ou quelque chose de même, je sais pas quelle université, mais ils donnaient seulement là, puis à ce moment-là, ils ne se donnent plus. OK. Alors que ça serait positif qu'il y en ait plus. Ben, ça permettrait, il y a beaucoup de personnes qui manquent justement d'avancement là, dans le métier. Tu peux pas, une fois que tu es paramédic, tu vas être paramédic jusqu'à ta retraite, tu peux devenir superviseur, mais en même temps, il n'y a pas énormément de postes de superviseur. Puis c'est pas nécessairement ça qui t'intéresse, parce que tu fais un peu moins d'ambulance à ce moment-là. Mais tu sais, de soins avancés, ça serait, selon moi, à ce que j'ai pu voir, peut-être un avancement que certains paramédics décideraient de choisir. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta job? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est un peu la responsabilité que j'ai. Puis, en fait, on est toujours un peu bien accueillis. Fait que de savoir que la responsabilité qu'on donne va toujours souvent être bien accueillie aussi. Là. C'est l'amour que les gens portent pour votre métier puis pour ce que vous faites. Là. C'est ça. Puis on a la responsabilité de répondre aux appels puis de donner les soins nécessaires. Mais cette responsabilité-là, je l'aime parce que ça va toujours venir avec quand même une bienveillance. Puis sans nécessairement dire qu'il y a des personnes qui ont des responsabilités, ça a une bienveillance. Mais les personnes vont rarement nous accueillir avec... Quand vous arrivez, c'est parce qu'ils ont besoin, puis on les rassure de vous voir. Oui, exact. En terminant, on finit ça par la suite. Non, c'est à cause de l'autisme. Non, on va pas là. Ah ouais, on va loin, là. Je suis pas médecin, mais en tout cas. Est-ce que tu es content de la discussion que tu as eue avec ton ami, avec les étoiles dans les yeux, qui t'a donné le goût de te lancer? On va terminer avec ça. Pour vrai, je sais pas si c'était pas de cette discussion-là où est-ce que j'en serais en ce moment, parce que j'étais quand même mêlé à ce moment-là. Okay. J'ai décidé de faire ce pas-là, puis pour vrai, à ce jour, je ne regrette pas du tout ma discussion que j'ai eue, mon verre que j'ai pris avec cet ami-là. On le salue, d'ailleurs. On le salue. Encore paramédic, lui aussi, dans la région de Montréal. OK. Puis, encore passionné aussi. Merci beaucoup pour ton temps. Très intéressant. J'en ai appris. Ça me donne le goût quasiment, mais faut qu'on se fasse rouler, Gadu. Ouais, c'est ça. Félix, on cherche toujours. merci beaucoup. Ça fait plaisir.